Quand tout bascule, qui survit en moins de 72 heures? La France pourrait manquer d'essence, pas dans 10 ans, pas dans un roman catastrophe, pas dans un futur lointain. Demain, et le plus inquiétant, ce ne serait pas seulement le manque de carburant, ce serait la réaction en chaîne. Car dans une société moderne, l'essence n'est pas juste un liquide, c'est du temps, c'est du travail, c'est de la nourriture livrée, c'est une ambulance qui arrive, c'est un parent qui rentre chez lui, c'est une promesse tenue. Et quand ce liquide disparaît, ce n'est pas la voiture qui s'arrête, c'est tout le reste qui vacille. Au début, personne n'y croit vraiment. Quelques rumeurs apparaissent. Un dépôt bloqué, une grève nationale, un piratage informatique, une tension internationale, des navires retardés, des raffineries ralenties. Mais pour la majorité des gens, cela reste lointain, abstrait, une info de plus. Puis, les premières photos sortent. Une station fermée, une autre limitée à 20 €. Une file d'attente de 50 voitures. Des gens qui klaxonnent, des visages tendus. Et là, tout change. Car une pénurie réelle commence rarement par un manque physique. Elle commence par la peur du manque. Alors chacun se dit la même chose. Je vais juste faire le plein, par précaution. Et ce simple réflexe, répété par des millions de personnes, suffit à vider un pays. En quelques heures, les stations les plus fréquentées tombent à sec. Les automobilistes roulent plus loin, puis encore plus loin. Les applications de localisation explosent. Les groupes Facebook s'emballent. Les messages circulent. Encore du carburant ici. Plus rien là-bas. Dépêchez-vous. Chaque message attire 100 voitures. Chaque voiture vide un peu plus les cuves. Les routes se chargent. Les nerfs aussi. En 24 heures, les grandes villes se tendent. Le matin, des salariés partent plus tôt. Le soir, ils rentrent plus tard. Certains font des détours absurdes. 30 km pour 10 litres. 40 minutes pour une pompe. 1 heure d'attente pour repartir avec la moitié d'un plein. Et pendant ce temps, les professionnels souffrent en silence. Les infirmiers libéraux, les aides à domicile, les artisans, les livreurs, les taxis, les commerciaux, ceux qui roulent pour vivre, ceux qui n'ont pas le choix. Pour eux, chaque litre compte, chaque détour coûte, chaque attente détruit la journée. Puis arrive la deuxième vague, la panique discrète, moins visible, mais plus dangereuse. Les gens annulent les sorties, gardent leur carburant, repoussent les rendez-vous, refusent les trajets inutiles, remplissent des jerrycans, parfois 2, parfois 5. Certains stockent dans un garage, près d'une chaudière, près d'une prise, près d'une maison. Le danger n'est déjà plus économique, il devient physique. D'autres vont plus loin, ils revendent. Le litre a prix doublé, puis triplé. Le marché gris apparaît toujours, quand la confiance disparaît. Et ce n'est pas seulement l'essence qui manque, c'est la mobilité. Et quand un pays bouge moins, tout ralentit, les entrepôts se vident plus vite.
Les magasins attendent leur livraison. Les rayons perdent certaines références. Pas tout d'un coup, petit à petit, les fruits arrivent plus tard. Les produits frais manquent d'abord. Puis certains colis sont reportés. Les délais explosent. Les clients s'énervent. Le personnel encaisse. Les entreprises réorganisent dans l'urgence. Télétravail forcé. Réunions annulées. Déplacements suspendus. Chantiers repoussés. Interventions reportées. Chaque secteur perd un peu. Et mis bout à bout, cela devient immense. Dans les hôpitaux, les plans de priorité commencent. Les véhicules essentiels passent d'abord. Les ambulances, les soins urgents, les transports médicaux indispensables. Tout le reste attend. Dans les campagnes, la situation est parfois pire. Car sans voiture, il n'y a rien à proximité. Pas de métro, pas de tramway, pas de plan B simple. Une station fermée peut signifier 20 km supplémentaires. Un plein raté peut signifier une journée perdue. Les familles s'organisent. On mutualise les trajets. On annule les loisirs. On compte les kilomètres. On se demande si demain, il restera assez. Puis vient le 3e jour. Le plus dangereux, parce que la fatigue s'ajoute à la peur. Les gens ont mal dormi. Les informations se contredisent. Les annonces officielles rassurent. Le terrain raconte l'inverse. Retour progressif à la normale. Approvisionnement en cours. Pas de raison de paniquer. Mais les files d'attente sont toujours là. Les pompes vides aussi. Et quand la parole officielle ne correspond plus à ce que les yeux voient, la confiance casse. Une fois brisée, elle met longtemps à revenir. Alors les comportements changent. Des altercations éclatent. Une place dans la file devient un conflit. Un dépassement devient une insulte. Un refus devient une menace. Certaines stations ferment par sécurité, ce qui empire encore la situation, car chaque fermeture reporte la foule ailleurs et la pression recommence. Le vrai danger d'une pénurie n'est pas la pompe vide, c'est l'effet domino. Un pays moderne repose sur des flux constants, discrets, silencieux, des camions qui roulent la nuit, des employés qui arrivent à l'heure, des stocks calculés au plus juste, des rendez-vous tenus, des livraisons invisibles. Quand ces flux se bloquent, tout paraît soudain fragile. Même les choses ordinaires. Aller travailler, faire ses courses, voir ses proches, recevoir un colis, honorer un soin, prendre un train en correspondance. Tout devient plus compliqué, plus lent, plus tendu, plus cher. Et c'est là qu'on comprend quelque chose. Le confort moderne n'est pas solide. Il est fluide. Il fonctionne tant que ça circule. L'énergie, l'information, les marchandises, les personnes. Quand la circulation casse, le décor reste debout. Mais le système, lui, tremble déjà. Alors que faire si cela arrivait vraiment? D'abord, ne pas paniquer. La panique fait partie du problème. Ensuite, anticiper avant la crise. Jamais pendant. Garder le réservoir au-dessus de la moitié. Entretenir son véhicule. Connaître plusieurs stations autour de chez soi. Pouvoir télétravailler si nécessaire.
prévoir quelques courses utiles à l'avance, savoir mutualiser les trajets, avoir un vélo fonctionnel, un plan simple, rien d'extrême, juste de la marge, car la marge est ce qui manque à ceux qui subissent. Puis il y a une autre leçon, plus profonde. Nous croyons souvent manquer de carburant. Mais ce que nous craignons réellement, c'est de perdre le contrôle, ne plus pouvoir partir, ne plus pouvoir choisir, ne plus pouvoir tenir nos habitudes. Une pénurie révèle cela, notre dépendance, notre vitesse imposée, notre fragilité quotidienne et parfois notre agressivité immédiate. Pour quelques litres, pour quelques minutes, pour quelques kilomètres. Alors imagine, demain matin, tu te réveilles. Ton téléphone affiche des alertes partout. Les stations sont prises d'assaut. Le litre monte. Les routes se bloquent. Le travail t'attend. Les obligations aussi. Et toi, tu n'as qu'un quart de réservoir. Tu fais quoi en premier? Tu pars immédiatement? Tu attends? Tu annules tout? Tu aides un proche? Tu gardes chaque kilomètre? Car dans une crise, les premières décisions comptent plus que les grandes idées. Et souvent, elles se prennent avec stress, sans recul, sans préparation. C'est pour cela que les scénarios comme celui-ci intéressent autant. Pas pour faire peur, mais pour révéler ce qui compte vraiment. La marge, le calme, l'organisation, la solidarité et la capacité à penser quand les autres réagissent. Peut-être que cette pénurie n'arrivera pas demain, peut-être jamais. Mais d'autres versions existent déjà. Électricité, eau, réseau, approvisionnement, le principe reste le même. Quand un système essentiel vacille, tout le reste découvre sa dépendance. Alors pose-toi cette question. Si pendant 3 jours, il n'y avait plus d'essence, ta vie change à quel point? Énormément, un peu, presque pas. La réponse dit déjà quelque chose de précieux sur ta liberté. Abonne-toi. Ici, on imagine le pire